Bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Contexte géographique et historique de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest se présente comme une vaste région aux contours variés, caractérisée par une diversité de paysages et de climats. Du littoral atlantique aux savanes, en passant par la forêt tropicale et les plateaux, ce territoire abrite une mosaïque de milieux naturels. Ces éléments ont façonné les modes de vie des populations qui y ont vécu bien avant l'émergence des grands empires. La géographie joue un rôle déterminant dans la définition des échanges et des relations entre groupes humains. Les fleuves majeurs tels que le Niger, le Sénégal et la Gambie constituent des axes de circulation essentiels, favorisant la diffusion des idées, des biens et des pratiques. Ces voies fleuvarifères, soit fluviales, ont permis l'intégration de régions jusque-là isolées, créant ainsi des relais commerciaux et culturels. Avant l'apparition des empires, ce territoire était habité par de nombreuses communautés aux cultures distinctes. Parmi elles, les peuples mandés, Haoussa, Songhai et Peul occupaient des zones bien définies, chacun développant des structures sociales et économiques spécifiques. Ces sociétés pratiquaient l'agriculture, l'élevage, la pêche, tout en développant des artisanats et des activités commerciales. Les traditions orales tiennent une place importante dans la transmission des savoirs. Les griots, détenteurs de la mémoire collective, jouaient le rôle d'historiens et de poètes, conservant et transmettant les récits des origines ou des exploits passés. Cette dimension culturelle a contribué à cimenter l'identité des peuples et à légitimer l'autorité des chefs. L'émergence des empires est ainsi le fruit d'un long processus d'interaction entre ces communautés. Les premiers grands centres politiques et commerciaux se sont développés autour des ressources naturelles et des routes commerciales. Ces entités ont commencé à centraliser le pouvoir et à instaurer des systèmes administratifs complexes. Les échanges transsahariens ont particulièrement stimulé cet essor. L'or, le sel, les tissus et d'autres marchandises circulaient à travers le désert, reliant l'Afrique de l'Ouest à des régions lointaines telles que l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Cette dynamique a favorisé l'enrichissement et le rayonnement de ces sociétés. Parmi les facteurs déterminants, le contrôle des ressources stratégiques occupait une importance capitale. La maîtrise des zones productrices d'or notamment a assuré la richesse et l'influence de certains royaumes. De même, le contrôle des routes commerciales a permis de dominer les flux d'échanges et d'affirmer son autorité politique. La diversité religieuse a également accompagné ces transformations. L'animisme, prédominant dans les premiers temps, a peu à peu coexisté avec l'islam, qui s'est implanté par les marchands et les érudits. Cette coexistence a donné naissance à des cultures mixtes où les pratiques spirituelles et sociales s'entrelacent. Il est essentiel de noter que ces sociétés fonctionnaient selon des codes coutumiers propres, souvent régis par des structures claniques et l'organisation en lignage. Ces éléments sociaux ont façonné les rapports de pouvoir locaux et les modes de succession, éléments clés dans la stabilité ou la fragilité des empires. Les grandes civilisations ouest-africaines se caractérisent par une remarquable capacité d'adaptation face aux défis environnementaux. Variations climatiques, périodes de sécheresse et mouvements de population ont influencé leur développement, obligeant à des réajustements constants dans les systèmes économiques et politiques. Parmi les premiers grands empires à avoir marqué cette région, on peut citer celui du Ghana, fondé vers le 8e siècle. Il s'est imposé grâce à son contrôle sur les routes du commerce de l'or, organisant une structure étatique capable de prélever des impôts et de maintenir une armée. Cette puissance jouait un rôle de médiateur entre les différentes communautés. Par la suite, l'Empire du Mali a pris le relais, atteignant son apogée entre le XIIIe et le XVe siècle.
sa renommée s'appuyait sur une organisation administrative sophistiquée et des pratiques religieuses islamisées, tout en conservant des traditions ancestrales. Le commerce y était dense et les centres urbains, tels que Tombouctou, devinrent des foyers intellectuels. L'empire Songhai s'est développé dans la continuité, s'étendant sur un territoire vaste et diversifié aux alentours du fleuve Niger. Il a su conjuguer la force militaire et l'efficacité administrative pour asseoir son hégémonie régionale. Cette période témoigne d'une profonde transformation des structures politiques et sociales, marquée par une centralisation accrue. Ces dynamiques impériales reposaient aussi sur des échanges culturels intenses, notamment via les caravanes qui transportaient non seulement des biens matériels, mais aussi des savoirs et des croyances. Ces flux ont contribué à la formation d'identités régionales complexes, où l'influence africaine cohabitait avec des apports extérieurs. Il ne faut pas oublier les tentatives de résistance ou de rébellion qui ont caractérisé ces sociétés, dévoilant le caractère parfois fragile de ces constructions politiques. Les luttes internes, les rivalités familiales ou les aspirations d'autonomie des groupes périphériques ont influencé leur stabilité. Les influences environnementales ont également joué un rôle structurant, notamment les variations du climat sahélien qui ont affecté les ressources disponibles. Ces modifications ont conduit à des migrations, à la transformation des pratiques agricoles ou à des changements d'implantation impactant directement les centres de pouvoir. Les grandes routes commerciales ne se limitaient pas au commerce transsaharien. Des réseaux locaux et régionaux favorisaient des échanges à plus courte distance, permettant la circulation de matières premières et de produits artisanaux touchant tant les populations rurales que les citadines. L'artisanat et la production culturelle occupaient une place importante dans le tissu social. La métallurgie, la poterie, le tissage, ainsi que les pratiques artistiques reflétaient les caractéristiques de chaque peuple, tout en témoignant d'échanges techniques et esthétiques. Ces réalisations contribuaient au prestige et à la reconnaissance des élites. Le rôle des femmes dans ces sociétés mérite d'être souligné, notamment dans la gestion des ressources domestiques, la transmission des savoirs, ou encore, dans certains cas, dans les sphères politiques et religieuses. Leur contribution était donc essentielle au fonctionnement quotidien et à la reproduction sociale. La coexistence pacifique et les alliances entre groupes ethnoculturels étaient monnaie courante, favorisant la stabilité et la croissance des empires. Ces alliances étaient souvent renforcées par des mariages, des accords commerciaux ou des pactes militaires qui structuraient un espace politique complexe. Il convient aussi de prendre en compte la place de la religion dans l'organisation sociale et politique. L'islam, en particulier, a servi de facteur de cohésion à travers la mise en place de structures éducatives et légales, tout en étant intégré dans des contextes locaux aux multiples traditions spirituelles. La complexité de ces empires réside dans leur capacité à conjuguer diversité et unité. Ils mêlèrent des populations variées, des langues multiples et une variété de croyances, tout en construisant des entités politiques cohérentes. Cette pluralité est une caractéristique majeure de l'histoire ouest-africaine. L'étude des sources historiques, qu'elles soient orales, écrites ou archéologiques, offre une perspective enrichissante sur ces phénomènes. Les chroniques arabes, les vestiges matériels ou les récits des griots fournissent des éléments complémentaires permettant de mieux comprendre ces sociétés. Enfin, ces empires ont laissé un héritage durable, visible dans les traditions culturelles, les langues et les structures sociales contemporaines de l'Afrique de l'Ouest. Leur histoire continue d'influencer les identités et les dynamiques régionales jusqu'à nos jours. Cette compréhension du contexte géographique et historique prépare à examiner plus précisément les causes et les modalités du déclin de ces grands empires, ainsi que les transformations qui ont suivi, ouvrant la voie à la prochaine exploration. L'essor de l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana, reconnu comme le premier grand empire de l'Afrique de l'Ouest, a émergé au cours du premier millénaire, établissant des structures politiques et économiques
qui ont profondément influencé la région. Situé dans la zone entre le désert du Sahara et les savanes plus fertiles, son territoire s'étendait sur une vaste étendue, profitant des ressources naturelles abondantes, notamment l'or. Cette richesse a fondé la puissance du Ghana et son rôle central dans le commerce transsaharien, reliant les sociétés du Nord à celles du Sud. La naissance de l'Empire est ancrée dans un contexte d'interaction croissante entre différents peuples et cultures. Les Soninké, peuple fondateur, réussirent à organiser une administration capable de contrôler les routes commerciales stratégiques. Leur savoir-faire en matière de gouvernance a permis de stabiliser une région longtemps marquée par des échanges intermittents et des conflits. Le pouvoir politique reposait sur un roi appelé le Ghana, titre correspondant à la fonction de chef suprême, entouré d'un conseil de chefs locaux qui administrait les différentes provinces. L'économie reposait essentiellement sur l'exploitation et l'échange des ressources matérielles. L'or tiré des mines du Sud était échangé contre le sel provenant du Nord. Ces deux produits constituaient la base des échanges économiques du Ghana. L'or était si abondant qu'il donna à l'Empire son surnom, tandis que le sel, élément vital pour la conservation des aliments, était une denrée très prisée. La taxation des caravanes facilitait également la richesse royale, car le contrôle rigoureux des routes assurait un flux constant de marchandises, renforçant l'autorité du Ghana. L'organisation sociale reflétait la complexité de cet empire. Les agriculteurs, artistes, commerçants, guerriers et fonctionnaires coexistaient dans une hiérarchie clairement définie. Chaque groupe jouait un rôle précis dans le maintien de la stabilité de la société. Par ailleurs, les croyances traditionnelles animaient les rituels religieux qui conféraient au roi un mandat divin, renforçant ainsi sa légitimité. Les pratiques culturelles, bien que variées, se retrouvaient autour de ce respect des ancêtres et de la nature. Un aspect notable reste la capacité du Ghana à entretenir des relations diplomatiques avec les puissances étrangères ainsi qu'avec d'autres États africains. Ces échanges dépassaient la simple transaction commerciale pour inclure des alliances et des négociations politiques. L'important réseau de caravanes témoignait de cette dynamique, puisqu'il permettait de relier le Ghana à des centres culturels et économiques aussi lointains que Tombouctou ou la Méditerranée. Ce rôle de carrefour commerce-politique fut majeur pour la prospérité du royaume. Cependant, cette prospérité ne devait pas durer éternellement. Des facteurs divers, à la fois internes et externes, ont progressivement affaibli l'Empire. La montée en puissance d'autres royaumes voisins venus concurrencer le Ghana sur les routes commerciales et leur contrôle territorial a rendu la situation plus instable. Par ailleurs, des tensions sociales et des conflits internes ont fragilisé la structure politique et diminué la capacité de l'armée à défendre le territoire. Ces évolutions marquèrent les prémices du déclin de cette civilisation. De plus, l'environnement a joué un rôle important dans l'évolution du Ghana. Les variations climatiques ont eu des impacts directs sur l'agriculture et les ressources disponibles. Une sécheresse prolongée a pu réduire les rendements agricoles, affectant ainsi la sécurité alimentaire et la stabilité économique. Cette vulnérabilité écologique s'ajoutait aux contraintes politiques, ce qui rendait l'Empire plus fragile face aux menaces extérieures. Il est important de comprendre comment ces interactions naturelles et humaines ont modelé l'histoire de ce territoire. Les récits mythologiques et les traditions orales conservées par les descendants des Soninké apportent également un éclairage précieux. Ces récits racontent, par exemple, comment les rois du Ghana étaient supposés posséder une force extraordinaire et une sagesse supérieure, ce qui justifiait leur autorité. Ils témoignent aussi des liens profonds entre la population et leurs hauts dirigeants, notamment à travers des cérémonies coutumières qui rythmaient l'année. Ces éléments culturels montrent que le pouvoir ne reposait pas seulement sur la force militaire, mais aussi sur la légitimité symbolique. Le rôle stratégique du Ghana dans les circuits commerciaux transsahariens a, par ailleurs,
permit le transfert de connaissances et de technologies. L'introduction de l'écriture arabe, la diffusion de l'islam et les innovations dans les techniques agricoles et artisanales se sont largement diffusées à travers ce réseau. Ces échanges ont favorisé une intégration progressive de la région dans l'univers méditerranéen et au-delà. Ainsi, le Ghana fut une interface culturelle essentielle, bien au-delà de ses ressources matérielles. L'importance du commerce dans la vie politique et sociale ne peut être sous-estimée. Les marchands, souvent mobiles et cosmopolites, jouaient un rôle clé dans le maintien des liens entre différentes aires géographiques. Leur capacité à négocier, organiser et sécuriser les routes commerciales a contribué à la croissance économique et à la stabilité politique. Le système de taxation qu'ils subissaient était à la fois un moyen de contrôler les échanges, mais aussi une source de revenus pour renforcer l'armée et les infrastructures. Enfin, une grande attention doit être portée à la pérennité des héritages produits par le Ghana. Malgré son déclin progressif, le modèle de gouvernance, l'organisation sociale et les traditions commerciales ont influencé d'autres empires de la région, comme le Mali et Songhai. Ces derniers ont adopté et adapté les structures administratives et économiques existantes, permettant ainsi une continuité dans le développement des sociétés ouest-africaines. Cette transmission de savoir-faire illustre la longévité des acquis du Ghana. L'histoire de l'Empire du Ghana s'enracine donc dans la combinaison originale d'une position géographique stratégique, d'une exploitation judicieuse des ressources naturelles et d'une organisation politique efficace. Sa chute laisse place à d'autres puissances qui reprendront le flambeau, mais la fondation qu'il a posée reste un repère déterminant pour comprendre l'évolution historique de l'Afrique de l'Ouest. Ce parcours conduit naturellement à l'étude des empires suivants qui continueront à façonner cette région aux multiples facettes. L'apogée et les fonctions de l'Empire du Mali. L'Empire du Mali s'est imposé au Moyen Âge comme une des plus grandes puissances de l'Afrique de l'Ouest. Fondé par Soundiata Keïta au XIIIe siècle, il a prospéré grâce à une organisation politique solide et à un réseau commercial étendu. Le Mali contrôlait d'immenses étendues sahéliennes, reliant les routes caravanières du nord, notamment celles qui conduisaient à Tombouctou et Djenné, centres majeurs du savoir et de l'échange. L'administration impériale reposait sur une structure hiérarchique rigoureuse où le Mansa, ou empereur, exerçait un pouvoir à la fois politique, militaire et religieux, garantissant la stabilité et l'unité du territoire. La richesse du Mali reposait principalement sur l'exploitation de l'or, ressource abondante dans les régions méridionales. Ce métal précieux alimentait un commerce florissant avec les marchands arabo-berbères et au-delà vers l'Europe et le monde méditerranéen. Des caravanes chargées d'or traversaient le désert, favorisant le développement économique et culturel de l'Empire. Tombouctou, en particulier, est devenu un centre intellectuel remarquable avec ses nombreuses écoles et bibliothèques, attirant des savants venus de différentes régions. Ce rayonnement culturel renforçait le prestige de l'Empire sur la scène internationale. Sous le règne de Mansa Moussa, le Mali atteint son apogée. Son pèlerinage à la Mecque au XIVe siècle a marqué les mémoires par l'extravagance de son cortège et la générosité de ses dons en or, suscitant l'admiration dans tout le monde islamique. Cet événement symbolisait non seulement la puissance matérielle du Mali, mais aussi son intégration dans le réseau musulman. Moussa encourageait les études religieuses et intellectuelles, faisant de Tombouctou un phare de connaissances. Par ailleurs, il renforça les infrastructures en finançant la construction de mosquées et d'écoles, contribuant à la cohésion sociale et au rayonnement spirituel de l'Empire. L'organisation administrative du Mali exploitait un système fédéral où les chefs locaux, appelés Farba, géraient les provinces tout en restant soumis à l'autorité du Mansa. Ce système favorisait une certaine autonomie régionale tout en assurant une direction centrale forte. La collecte des taxes et le contrôle des routes commerciales étaient des aspects clés du fonctionnement de l'Empire,
garantissant une source régulière de revenus pour le souverain. Cette gestion pragmatique permettait de maintenir l'ordre dans un espace géographique vaste et souvent difficile à contrôler directement. Les traditions orales jouaient un rôle essentiel dans la transmission des lois et des valeurs, consolidant l'identité collective malienne. L'influence culturelle de l'Empire se manifestait également à travers l'art et l'architecture. Les constructions en banco, un mélange d'argile et de paille, étaient caractéristiques des mosquées et des bâtiments publics. Ces édifices témoignaient d'un savoir-faire adapté au climat et aux ressources locales. Le Mali développa une poésie épique répercutée par les griots, transmetteurs de l'histoire et des exploits des ancêtres. Ces récits participaient à renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté unie par ses traditions. Sur le plan religieux, l'islam cohabitait avec des croyances animistes, créant un pluralisme spirituel qui enrichissait la vie sociale de l'Empire. L'économie malienne ne se limitait pas à l'or. Le commerce de sel, essentiel pour la conservation des aliments, représentait un autre pilier de la prospérité. Les mines de sel de Taoudéni étaient exploitées avec soin et les caravanes contribuèrent à faire circuler cette marchandise à travers tout le Sahara. Les échanges incluaient également des produits agricoles, des textiles, des chevaux et des esclaves. Ce commerce permettait une diversification des revenus et favorisait des liens étroits avec les royaumes voisins et les territoires lointains. L'intégration dans ce vaste réseau économique garantissait au Mali une place stratégique dans le commerce transsaharien. Malgré cette richesse et cette organisation rigoureuse, l'Empire dut faire face à plusieurs défis. La pression des Peuls et d'autres groupes nomades exerça une influence sur les frontières nord-est et sud-est. Par ailleurs, des tensions internes surgirent à travers des disputes dynastiques ou des conflits entre les factions rivales. La succession au trône ne fut pas toujours paisible, ce qui affaiblissait parfois le pouvoir central. De plus, l'épuisement progressif des ressources aurifères dans certaines zones réduisit la capacité financière de l'Empire à maintenir son influence. Ces facteurs cumulés mirent en péril la pérennité de la structure politique établie. L'arrivée des explorateurs et marchands européens, notamment les Portugais au XVe siècle, bouleversa les modes d'échange traditionnels. Ces nouveaux acteurs introduisirent des marchandises différentes et modifièrent les circuits commerciaux. Le commerce de la traite négrière prit une importance croissante, changeant les dynamiques sociales et économiques internes. Parallèlement, la montée en puissance des sultanats voisins, tels que celui de Songhai, fit peser une menace militaire considérable. Ces éléments combinés aboutirent à un affaiblissement progressif du Mali, que ne parvinrent pas à enrayer les efforts des souverains ultérieurs. Le déclin de l'Empire tarda cependant à s'imposer complète, tant son héritage culturel et spirituel s'était profondément ancré dans la région. Tombouctou conserva son prestige intellectuel et ses traditions encore longtemps après la perte de l'autorité politique malienne. Les structures administratives, certaines remaniées, influencèrent les royaumes émergents. Ainsi, même dans la phase descendante, l'Empire du Mali laissait une empreinte durable sur l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Ce phénomène illustre la complexité des processus d'effondrement, où la disparition politique ne signifie pas la disparition complète d'une civilisation. Cette étape dans l'histoire occidentale africaine désigne un tournant majeur qui précéda bien d'autres transformations. Ces leçons permettent de mieux comprendre les interactions entre pouvoir, ressources, culture et environnement. En passant au chapitre suivant, on abordera les changements politiques et sociaux qui suivirent, ainsi que l'essor de nouveaux pouvoirs dans la région. Le récit continuera à décrire comment les héritages de ces grandes civilisations façonnèrent à leur tour les contours du continent. Le développement et la complexité de l'Empire Songhai. L'Empire Songhai s'est imposé comme l'une des puissances majeures de l'Afrique de l'Ouest grâce à un processus complexe mêlant héritage culturel, innovation institutionnelle
et stratégie économique prudente. Son émergence résulte d'une transformation progressive qui suit la dynamique politique et sociale de la région depuis le Moyen Âge. Les Songhai, peuple initialement organisé autour du fleuve Niger, ont su tirer parti de leur position géographique centrale pour étendre leur influence. Au début, cet empire était principalement une confédération de groupes et de cités indépendantes. Ces communautés ont progressivement intégré un système administratif cohérent qui consolidait l'autorité centrale tout en maintenant un équilibre avec les pouvoirs locaux. L'empereur détenait un rôle à la fois politique et religieux, incarnant l'unité de l'empire. Il était assisté par une hiérarchie d'administrateurs responsables de la collecte des impôts, de la justice et de la gestion des terres. Cette structure complexe a permis de maintenir une stabilité relative sur un territoire vaste, allant bien au-delà des simples rives du Niger. L'aspect militaire de l'empire Songhai a joué un rôle essentiel dans sa montée en puissance. L'armée était organisée en unités spécialisées capables de défendre les frontières et d'étendre le territoire. Elle utilisait des tactiques adaptées au contexte sahélien, combinant infanterie, cavalerie et souvent la maîtrise des voies fluviales. Au fil du temps, les Songhai ont incorporé des armes à feu obtenues par le commerce avec les Européens, ce qui leur a conféré un avantage technique notable lors des conflits internes et avec leurs voisins. Le contrôle des routes commerciales a également été un levier majeur, en particulier celles reliant les mines d'or au marché méditerranéen. Le commerce occupait une place centrale dans l'économie et la politique de l'Empire. Les villes comme Gao, Tombouctou ou Djenné étaient des carrefours commerciaux où se croisaient or, sel, esclaves, textiles et épices venus d'horizons divers. Ce réseau complexe attirait non seulement des marchands locaux, mais aussi des commerçants venus d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d'Europe. L'espace urbain s'est développé grâce à cette richesse économique, favorisant un rayonnement culturel et intellectuel reconnu dans toute la région. Ce dynamisme commercial renforçait l'autorité de l'empereur ainsi que la cohésion interne. Les institutions judiciaires et éducatives ont aussi contribué à la durabilité de l'empire. Le droit coutumier, mêlé aux préceptes de l'islam, était appliqué à travers un système de juges et de savants qui contrôlait la conformité des pratiques sociales et économiques. Tombouctou, avec ses universités et ses bibliothèques, a symbolisé l'épanouissement intellectuel de cette période, attirant des érudits et des étudiants. Cette combinaison d'autorité religieuse et politique facilitait l'harmonie sociale, phénomène essentiel dans une structure étendue et diverse. Le contexte géopolitique de l'époque a aussi influé sur l'évolution de l'empire Songhai. Il succéda à plusieurs puissances régionales dont l'empire du Mali, héritant d'une tradition impériale tout en s'adaptant aux nouvelles réalités. Sa capacité à dialoguer avec des acteurs limitrophes, qu'ils soient alliés ou concurrents, a été une caractéristique centrale. Par le biais de mariages politiques, d'accords commerciaux et parfois d'affrontements, il a su négocier son intégration dans un système plus large de relations internationales régionales. Les transformations environnementales ont également marqué cette période. L'exploitation des ressources naturelles et les variations climatiques ont modifié la répartition des populations et entraîné des défis agricoles et économiques. Ces facteurs ont obligé les dirigeants et les communautés à développer des stratégies d'adaptation, qu'il s'agisse de techniques agricoles innovantes ou d'une gestion améliorée de l'eau. L'équilibre délicat entre exploitation et durabilité est une facette souvent oubliée de cette histoire. La dimension religieuse a apporté un rôle structurant supplémentaire. L'islam, introduit par les marchands et savants venus du Nord, s'est graduellement implanté, devenant un élément central de l'identité de l'Empire. Ce phénomène ne s'est pas fait sans tension, mais il a finalement permis d'unifier des groupes ethniques différents autour de croyances communes, encourager l'émergence d'une élite lettrée et renforcer les liens avec le monde musulman au sens large.
L'alliance entre pouvoir politique et religieux a favorisé le maintien de l'ordre et l'élargissement du territoire. Malgré cette complexité et cette puissance, l'Empire Songhai n'est pas resté invulnérable. Les défis internes liés aux rivalités entre élites, à la gestion des ressources et aux tensions ethniques ont progressivement affaibli sa cohésion. Les pressions externes, notamment la montée d'autres royaumes locaux et l'arrivée de nouvelles forces européennes armées, ont accentué ces fragilités. La conquête par des forces opposées venues du Nord marqua la fin de cette ère, illustrant la nature éphémère des grands empires. L'histoire de cette expansion, de son apogée et de sa chute, révèle la richesse d'une civilisation qui a su conjuguer tradition et innovation. Elle offre un regard précieux sur les dynamiques qui ont façonné l'Afrique de l'Ouest précoloniale. En suivant ce fil continu, on peut mieux comprendre les processus complexes qui naissent au croisement des influences extérieures et du génie local. En poursuivant ce récit, la prochaine étape invite à explorer les causes spécifiques de la fin de l'Empire Songhai, à travers les événements et les forces qui ont mené à son déclin ultime, les dynamiques religieuses et culturelles dans les empires ouest-africains. Les empires ouest-africains, tels que le Ghana, le Mali et le Songhai, ont constitué des pôles majeurs de pouvoir et d'influence pendant plusieurs siècles, s'étendant sur des territoires vastes et diversifiés. Leur stabilité et leur rayonnement reposaient largement sur des dynamiques religieuses et culturelles qui ont façonné la manière dont ces sociétés se sont organisées et perpétuées. Parmi ces dynamiques, l'introduction et l'expansion de l'islam ont joué un rôle central, devenant un élément clé de consolidation politique et d'unification sociale. L'islam est arrivé en Afrique de l'Ouest progressivement, porté par des marchands et des érudits arabes et berbères le long des routes commerciales transsahariennes. Dès le 7e siècle, ces échanges ont permis la diffusion des croyances musulmanes, mais leur enracinement au sein des populations locales s'est fait véritablement sentir à partir du 11e siècle. Cette religion monothéiste offrait un cadre organisé fondé sur des principes de justice, de savoir et de piété, éléments qui ont séduit de nombreux souverains cherchant à légitimer leur pouvoir d'une manière nouvelle. Toutefois, l'islam ne s'est pas implanté de façon uniforme. Il a souvent coexisté avec des pratiques et des cultes locaux, dont certains étaient profondément enracinés dans les traditions animistes bien antérieures. Cette cohabitation a donné lieu à une synthèse culturelle originale, où les croyances islamisées se sont mêlées aux coutumes indigènes. Par exemple, les chefs locaux pouvaient appuyer leur autorité en associant la gestion des rituels ancestraux à l'administration islamique, créant un équilibre subtil entre innovation et continuité. Les grandes écoles coraniques, implantées dans les centres urbains tels que Tombouctou, Djenné et Gao, ont été des lieux essentiels à cette dynamique. Elles ont favorisé la transmission du savoir religieux, mais aussi des sciences telles que l'astronomie, la médecine, la géométrie et la poésie. Ces établissements ont permis d'élever le niveau culturel général et de forger une élite lettrée, capable de conseiller les souverains et de participer à la gestion des affaires publiques. Ils ont aussi renforcé la dimension spirituelle du pouvoir en formant des imams et des juristes musulmans confiants dans la défense des préceptes coraniques. Ces institutions éducatives étaient soutenues par des familles aristocratiques et des commerçants convertis à l'islam, qui jouaient un rôle décisif dans le financement et l'organisation des activités religieuses. Elles contribuaient ainsi à créer un réseau dense où foi, politique et économie s'entremêlaient. Le prestige acquis par les savants musulmans dans ces sociétés leur assurait une influence politique non négligeable, faisant d'eux des acteurs incontournables de la diplomatie et de la cohésion sociale. Par ailleurs, la religion a offert un cadre de légitimité pour les souverains à une époque où le pouvoir était largement contesté. Enracinés dans la tradition islamique, certains rois ont promu la construction de mosquées et le respect des préceptes religieux afin d'affirmer leur rôle de protecteur de la foi.
Cette politique a favorisé l'émergence d'une image de justice divine encadrant le pouvoir temporel. Elle permettait également d'accroître les liens avec d'autres entités islamiques, ouvrant les empires ouest-africains à un vaste réseau international d'échanges culturels et économiques. Il est cependant important de noter que cette influence islamique ne signifiait pas une homogénéisation des sociétés. Chaque empire développait une forme particulière d'expression religieuse et culturelle, selon ses contextes historiques et géographiques. Le Mali, par exemple, sous le règne de Mansa Moussa, est célèbre pour avoir organisé le pèlerinage à la Mecque, symbolisant l'importance prise par le culte musulman dans l'affirmation du prestige politique. En revanche, à des moments spécifiques, des pratiques ancestrales ont persisté au sein des populations rurales, démontrant la continuité des traditions locales au-delà de la religion officielle. Les structures sociales traditionnelles, telles que les castes de griots, gardiens de la mémoire orale, et les artisans, ont continué à jouer un rôle fondamental dans la société. Ces groupes servaient à transmettre les récits fondateurs, les lois coutumières et les valeurs morales, équilibrant ainsi l'influence des modèles islamiques. Ce double ancrage, entre écrit et oral, entre islam et animisme, a contribué à rendre ces empires exceptionnellement riches en diversité culturelle et en profondeur historique. La dimension religieuse a aussi influencé les codes juridiques et les formes d'organisation politique. Inspirés du droit musulman, certains règlements administratifs ont été introduits pour encadrer la vie économique, sociale et familiale. Cependant, ces règles étaient souvent adaptées aux réalités locales, évitant une application rigide qui aurait pu déstabiliser l'ordre établi. Ainsi, la coexistence pragmatique de différentes normes a favorisé la relative stabilité des empires, même en période de transformation interne et de pression extérieure. L'essor du commerce transsaharien a renforcé le rôle des villes comme point de convergence des influences religieuses et culturelles. Les marchés étaient non seulement des lieux économiques, mais aussi des espaces d'échange intellectuel et religieux. Cette effervescence urbaine a encouragé la création de bibliothèques, la traduction d'ouvrages et des débats philosophiques qui ont enrichi les traditions locales tout en les confrontant à la pensée musulmane classique. Cette interaction constante entre foi, culture et politique a façonné la manière dont les empires ouest-africains ont imaginé leur destin collectif. Elle a permis d'élaborer des modèles institutionnels innovants et durables, capables de conjuguer héritages ancestraux et nouveaux paradigmes religieux. En travaillant à partir de cette matrice, les sociétés de la région ont approfondi leur cohésion et accru leur rayonnement dans un monde en pleine mutation. Cependant, l'histoire montre que ces équilibres étaient fragiles et soumis à de nombreux défis. Les tensions internes entre traditions concurrentes, les rivalités entre élites religieuses, ainsi que les incursions de forces extérieures ont contribué à l'affaiblissement progressif de ces empires. Ces complexités approfondissent à la compréhension des mécanismes symboliques et sociaux qui avaient permis la montée et le maintien de ces puissances. Cette exploration souligne l'importance capitale des croyances et des pratiques culturelles dans les trajectoires historiques du Ghana, du Mali et du Songhai. Leur influence dépasse largement le simple domaine spirituel pour configurer les structures politiques, éducatives et sociales. Cette approche ouvre un regard plus nuancé sur la disparition de ces grands empires, où la dimension religieuse joue autant un rôle moteur qu'un révélateur des tensions sous-jacentes. La richesse des archives manuscrites, des vestiges architecturaux et des traditions orales témoigne encore aujourd'hui de la vitalité intellectuelle et spirituelle qui animait ces sociétés. C'est à travers ces traces que se dessine l'image complexe d'une Afrique de l'Ouest incontournable dans l'histoire globale, marquée par une cohabitation dynamique entre continuité et changement, foi et culture. Leur héritage invite à poursuivre l'étude des interactions entre religion et pouvoir dans les processus historiques. Cette analyse,
constitue une étape essentielle pour comprendre comment les empires ouest-africains ont pu atteindre un tel niveau de civilisation et d'organisation, tout en maintenant un équilibre délicat entre différents univers symboliques. Elle prépare ainsi le terrain pour aborder les facteurs externes et internes ayant conduit à leur déclin, en mettant en lumière les continuations et ruptures qui ont marqué cette évolution. Les facteurs internes de déclin des empires. Les empires prestigieux de l'Afrique de l'Ouest, tels que le Mali, le Songhai et le Ghana, n'ont pas succombé uniquement à des forces extérieures ou à des invasions brutales. Leur déclin trouve également ses racines dans des dynamiques internes complexes, forgées par des luttes de pouvoir intenses, des difficultés économiques croissantes et des tensions sociales qui ont progressivement affaibli leur cohésion et leur stabilité. Ces facteurs internes, souvent sous-estimés, permettent de mieux comprendre pourquoi ces puissances autrefois florissantes n'ont pas pu maintenir leur grandeur. À l'intérieur de ces empires, les rivalités politiques entre les élites dirigeantes ont constitué une source majeure d'instabilité. La gestion du pouvoir nécessitait un équilibre délicat entre familles nobles, chefs militaires et conseillers religieux. À mesure que l'autorité centrale s'affaiblissait, ces groupes cherchaient à accroître leur influence par des coalitions ou des conflits ouverts, menant parfois à des guerres civiles terrestres. Ces affrontements réduisaient non seulement les ressources du royaume, mais compromettaient aussi la confiance des populations locales envers leurs dirigeants. Sur le plan économique, la prospérité des empires reposait largement sur le contrôle des routes commerciales transsahariennes et l'exploitation des ressources précieuses telles que l'or et le sel. Cependant, des perturbations de ces routes, causées par des conflits internes ou des changements climatiques, ont profondément affecté les revenus du royaume. L'épuisement progressif des mines d'or, combiné à l'émergence de nouvelles zones commerciales, a également redistribué les richesses vers d'autres régions, fragilisant l'économie impériale. Les difficultés fiscales, à leur tour, ont limité la capacité des autorités à financer les infrastructures militaires et administratives essentielles au maintien du pouvoir. Les tensions sociales constituaient une autre cause interne importante dans le déclin des empires. La société était souvent hiérarchisée, avec une élite dirigeante détentrice des richesses et des pouvoirs qui cohabitaient avec une majorité de populations paysannes ou artisanes. Les inégalités pouvaient engendrer des mécontentements, aggravés par des taxes lourdes ou un travail forcé imposé pour soutenir l'expansion impériale. Ces pressions sociales ont parfois conduit à des rébellions populaires ou à des migrations de groupes, déstabilisant ainsi le tissu social et économique nécessaire à la pérennité politique. Par ailleurs, la dimension religieuse et culturelle jouait un rôle ambivalent dans la cohésion des empires. La promotion de l'islam comme religion d'État apportait une unité spirituelle, mais pouvait aussi entraîner des conflits avec des pratiques traditionnelles et des cultes locaux plus anciens. Ces tensions religieuses ont pu s'exacerber au fil du temps, créant des divisions internes et sapant l'autorité morale des dirigeants qui se présentaient comme garants à la fois de la loi divine et des traditions ancestrales. Les défis liés à la succession au trône représentaient un autre facteur de fragilisation. Les règles autour de la désignation du successeur étaient souvent floues ou contestées, susceptibles de provoquer des crises dynastiques prolongées. Lorsque plusieurs prétendants revendiquaient légitimement le pouvoir, cela pouvait entraîner des affrontements armés à l'intérieur même du palais ou entre factions rivales, à un moment où l'unité impériale était vitale pour faire face à des menaces externes croissantes. Il faut souligner que ces empereurs ont parfois tenté de s'adapter en réformant les institutions ou en cherchant à renforcer leur autorité au moyen d'alliances matrimoniales ou de redistribution des terres. Cependant, ces mesures étaient souvent insuffisantes face à des problèmes structurels d'une telle ampleur. La multiplicité des groupes d'intérêts à satisfaire, ainsi que la pression constante exercée par des populations de plus en plus diverses, rendaient ces réformes difficiles à mener à bien sans provoquer de nouvelles tensions.
L'évolution démographique a également joué un rôle dans ce processus. La croissance de la population dans certaines zones a augmenté la demande sur les ressources naturelles, telles que les terres arables et les points d'eau, entraînant des conflits entre communautés. Ces tensions pouvaient affecter la stabilité locale et, par extension, la sécurité globale de l'Empire. Lorsque le pouvoir central ne parvenait pas à gérer ces rivalités, la fragmentation sociale devenait un obstacle majeur à toute forme de gouvernance efficace. Du point de vue administratif, la difficulté à maintenir un contrôle efficace sur des territoires vastes et diversifiés a aussi contribué au déclin. Les empereurs de ces royaumes géraient souvent des provinces éloignées par des gouverneurs locaux, dont la loyauté pouvait se révéler fragile. Des abus de pouvoir, des rébellions provinciales ou des défections vers des royaumes rivaux fragilisaient l'unité impériale et compromettèrent la capacité à mobiliser des ressources en cas de crise. Une fragilité supplémentaire était liée à la dépendance à des alliances extérieures, notamment avec des marchands ou des groupes nomades. Ces relations pouvaient se retourner contre l'Empire lorsque ses partenaires changeaient d'allégeance ou privilégiaient leurs propres intérêts au détriment de ceux du pouvoir central. Cette vulnérabilité mettait en lumière les limites des réseaux diplomatiques et économiques dont disposaient ces empires. L'analyse des mythes et des traditions orales des peuples concernés révèle que ces facteurs internes étaient souvent interprétés à travers le prisme du destin ou de la volonté divine. Cependant, une lecture historique plus objective permet de constater que ces dynamiques socio-économiques et politiques complexes ont formé le terreau sur lequel la chute des empires s'est construite progressivement, bien avant que les invasions extérieures ne surviennent. En résumé, la défaillance des empires de l'Afrique de l'Ouest ne peut s'expliquer uniquement par des événements militaires ou des pressions extérieures. Les rivalités internes, les crises économiques, les tensions sociales et les contradictions administratives ont assuré une érosion lente mais inexorable de ces puissances. Puisque les structures impériales reposaient sur un équilibre fragile, toute faiblesse dans l'un de ces domaines pouvait provoquer une réaction en chaîne menant à l'affaiblissement progressif de l'autorité. Cette compréhension des facteurs internes nous prépare à examiner plus en détail les influences externes, militaires et culturelles, qui, en s'ajoutant à ces fragilités, ont fini par provoquer la disparition de ces grands empires et la transformation radicale des territoires concernés, l'impact des invasions et conflits externes. Les vastes étendues de l'Afrique de l'Ouest furent jadis le théâtre d'empires puissants, tels que le Ghana, le Mali et Songhai, qui dominèrent la région pendant des siècles. Pourtant, malgré leur grandeur apparente, ces royaumes ne furent pas immunes aux pressions militaires provenant à la fois d'envahisseurs extérieurs et de conflits internes. Ces facteurs jouèrent un rôle déterminant dans le déclin progressif de leur structure politique et sociale. L'étude de ces phénomènes offre un éclairage essentiel sur les transformations majeures qui façonnèrent l'histoire de la région. Les invasions venues de régions lointaines exercèrent une pression constante sur les frontières de ces empires. Par exemple, les incursions berbères, alors maîtres du désert, furent fréquentes et souvent violentes. Leur maîtrise des routes caravanières leur permit de contrôler des secteurs clés du commerce transsaharien. Mais cette domination suscitait aussi des rivalités armées. Ces affrontements mineront souvent la stabilité des empires, soumis à la nécessité de maintenir des garnisons et des défenses coûteuses. Par ailleurs, les Touaregs, peuple nomade du Sahara, menèrent à plusieurs reprises des raids qui affaiblirent les centres de pouvoir et perturbèrent les échanges commerciaux indispensables à la prospérité. Dans le même temps, des envahisseurs venus du sud et de l'est cherchaient aussi à étendre leur influence. Les royaumes forestiers, notamment, encadrèrent progressivement certaines régions autrefois dominées par les empires sahéliens. Les hommes de ces régions avaient souvent des techniques de guerre adaptées à leurs environnements, ce qui leur permit de compenser en partie les forces militaires plus nombreuses ou mieux équipées des empires.
Ces pressions multiformes créèrent une sorte d'étau autour des puissances ouest-africaines, les obligeant à diviser leurs ressources entre maintien de l'ordre interne et défense des frontières. Au-delà de ces menaces externes, les conflits interétatiques s'intensifièrent également. Les rivalités entre royaumes voisins n'étaient pas rares et se manifestaient par des guerres pour la conquête de territoires, le contrôle des ressources naturelles comme l'or ou le sel, ainsi que la domination des routes commerciales. Ces affrontements fragilisaient souvent les économies locales et provoquaient des déplacements de population, ce qui affectait l'ordre social. Par exemple, la longue lutte entre les royaumes du Mali et de Sangaï sur le contrôle du fleuve Niger engendrait une instabilité chronique qui se répercutait sur les grandes cités. Par ailleurs, ces combats internes s'accompagnaient parfois de trahisons politiques et de luttes de pouvoir au sein même des familles régnantes. La succession au trône était souvent source de conflits intenses, chaque faction cherchant à asseoir sa légitimité. La guerre civile affaiblit les institutions et réduisit la capacité des empires à répondre efficacement aux menaces extérieures. Dans certains cas, cela conduisit à des divisions territoriales permanentes, des royaumes se scindant en plusieurs entités rivales. Cette fragmentation politique rendait plus difficile la mobilisation coordonnée contre les invasions ou les révoltes. Il ne faut pas non plus oublier l'impact des facteurs religieux et culturels sur les conflits militaires. L'islam, dont la diffusion progressive modifia les structures sociales et politiques, fut parfois à l'origine de dissensions internes. Certaines factions favorisaient l'adoption complète des lois islamiques, tandis que d'autres cherchaient à maintenir des coutumes traditionnelles. Ces divergences pouvaient cristalliser des conflits armés, notamment dans les capitales où se concentraient les élites. Les guerres religieuses, souvent nourries par des perceptions contradictoires de la légitimité politique, contribuaient ainsi à l'érosion du pouvoir central. L'intervention des puissances extérieures, notamment européennes, accentua également ces dynamiques. Au cours des premiers siècles de contact, les échanges commerciaux internationaux évoluèrent et de nouveaux acteurs introduisirent armes et stratégies encore inconnues localement. Les armées des empires ouest-africains durent s'adapter à ces développements, souvent avec difficulté. Certaines alliances opportunistes avec des puissances coloniales européennes eurent pour effet de déséquilibrer encore davantage les équilibres régionaux, provoquant des conflits plus destructeurs et des pertes territoriales importantes. La combinaison de ces facteurs militaires internes et externes entraîna un affaiblissement cumulatif des empires. La pression constante sur les routes commerciales les força à réduire leur capacité économique, tandis que les affrontements armés épuisaient les ressources humaines et matérielles. Les centres politiques perdirent leur cohésion, ouvrant la voie à des mouvements dissidents et à l'émergence de nouvelles puissances locales. Ce processus fut parfois rapide, d'autres fois étalé sur plusieurs décennies, mais toujours marqué par une transformation profonde de la structure politique et sociale. Ce contexte explique en grande partie pourquoi les grandes cités, naguère florissantes, finirent par perdre leur influence. La ville de Tombouctou, par exemple, célèbre pour ses universités et ses marchés, connut des périodes d'occupation militaire et de violence qui affectèrent durablement son rôle régional. De même, Gao, capitale de l'empire Songhai, fut le théâtre de batailles décisives, reflétant les tensions entre clans et envahisseurs. Ces événements démontrent la vulnérabilité des cités face à la conjonction de facteurs externes et internes. Malgré cette déstabilisation progressive, il convient de souligner que les sociétés d'Afrique de l'Ouest firent preuve d'une remarquable capacité d'adaptation. Les traditions orales, les institutions communautaires et les pratiques religieuses continuèrent à jouer un rôle stabilisateur, aidant à préserver un sentiment d'identité collective. Ce patrimoine culturel permit de maintenir un certain ordre socio-politique, même lorsque les structures impériales s'effondraient. Il représenta un socle sur lequel se construisirent les nouveaux groupes et royaumes qui émergèrent ensuite.
En résumé, la chute des grands empires ouest-africains ne saurait être attribuée à une cause unique. La conjonction des invasions extérieures, des conflits entre royaumes voisins, des luttes internes et des transformations culturelles forma un réseau complexe de pression. Ces éléments cumulés fragilisèrent les bases mêmes du pouvoir, précipitant des changements majeurs dans la région. Cette dynamique complexe illustre bien comment les conflits et les interactions multiples modèlent l'évolution des sociétés humaines. Ce panorama historique met en lumière l'importance de considérer simultanément les facteurs militaires, politiques et culturels dans l'analyse des transformations des empires. Il ouvre la porte à une compréhension plus nuancée des évolutions en Afrique de l'Ouest, loin des simplifications. Dans la continuité de ces réflexions, il convient d'examiner les aspects économiques et sociaux qui accompagnèrent cette période de transition, afin d'appréhender pleinement l'impact de ces bouleversements. Le rôle du commerce transsaharien dans la transformation des sociétés. Le commerce transsaharien a joué un rôle central dans la transformation des sociétés d'Afrique de l'Ouest, tant sur le plan économique que politique et social. Depuis des siècles, les routes caravanières qui traversaient le désert du Sahara permirent aux marchandises, aux idées et aux personnes de voyager entre le nord et le sud du continent. Ces voies commerciales furent le cadre où s'entremêlèrent diverses civilisations, contribuant à l'essor des puissants empires tels que le Ghana, le Mali et Songhai. Le commerce ne se limitait pas à un simple échange de biens, mais façonnait profondément les relations entre les peuples et influençait leur mode de vie. Les marchandises échangées sur ces routes étaient variées et d'une grande richesse. Parmi elles, l'or de l'Afrique de l'Ouest attira longtemps les commerçants venus du Maghreb et du Moyen-Orient. Cet or fut un moteur économique considérable, suscitant des flux importants de capitaux qui alimentèrent les trésors impériaux. À côté de l'or, le sel jouait un rôle tout aussi crucial, lui-même extrait des régions désertiques du Sahara. Le sel, indispensable à la conservation des aliments et à la santé, traversait ainsi d'immenses distances pour rejoindre les populations vivant dans des zones moins riches en ce minéral. D'autres produits comme l'ivoire, les peaux, les textiles et même les esclaves étaient également transportés selon des circuits bien établis. Les acteurs du commerce transsaharien étaient nombreux et variés. Les commerçants berbères, souvent appelés Amazighs, jouaient un rôle de médiateur indispensable entre les régions sahariennes et les empires africains. Leur connaissance du désert, ainsi que leur maîtrise des caravanes, leur conférait une position stratégique dans cet échange. Les marchands africains, issus des communautés locales, contribuaient à développer les échanges en intégrant les produits locaux dans ce vaste réseau commercial. Ces groupes coopéraient souvent, et à travers leurs interactions se créaient des liens culturels et sociaux qui dépassaient la simple dimension économique. Par ailleurs, ces échanges commerciaux contribuèrent à des changements politiques majeurs. La richesse accumulée par les empereurs grâce au commerce permit de renforcer leur pouvoir et d'organiser des administrations plus complexes. Par exemple, l'Empire du Mali, sous le règne de Mansa Moussa, devient célèbre pour sa prospérité et sa capacité à contrôler et réguler le commerce de l'or et du sel. Cette richesse permit également d'entretenir des armées et de défendre des territoires étendus, favorisant la stabilité relative nécessaire à la continuité des échanges. Néanmoins, cette dépendance au commerce pouvait aussi créer des vulnérabilités face aux crises externes ou internes. Les transformations sociales liées au commerce transsaharien furent également profondes. L'adoption de l'islam par certaines élites africaines résulta en partie des contacts réguliers avec des commerçants musulmans venus du Nord. Cette religion nouvelle influença les systèmes juridiques, éducatifs et culturels, modifiant ainsi la structure des sociétés. Les villes situées le long des routes commerciales, telles que Tombouctou et Gao, devinrent des centres intellectuels et religieux dynamiques où se mêlaient savoir et courants d'idées. Ces échanges culturels ouverts
favorisèrent la diffusion d'écrits, notamment la transcription en arabe de textes juridiques et historiques. L'impact écologique du commerce transsaharien ne saurait être ignoré. Le développement des caravanes nécessitait des infrastructures, comme des puits et des zones de repos pour les animaux. La pression exercée sur certains territoires autour des routes commerciales contribua à des modifications environnementales, parfois durables. Par ailleurs, la circulation de biens exogènes apporta de nouveaux outils et techniques transformant les pratiques agricoles et artisanales dans certaines régions. Ces adaptations illustrent la capacité des sociétés à évoluer face aux exigences générées par le commerce. L'étude des archives historiques et des témoignages oraux permet de mieux comprendre cette dynamique. Les récits des voyageurs arabes, tels qu'Ibn Battuta ou Al-Bakri, offrent des descriptions précieuses des échanges à travers le Sahara. Leurs observations mettent en lumière la complexité des réseaux commerciaux et leur importance pour la géopolitique régionale. Ces sources, combinées aux données archéologiques récentes, enrichissent la connaissance de cette période cruciale dans la formation des empires ouest-africains. Cependant, le commerce transsaharien n'était pas exempt de tensions. Les rivalités entre différents groupes pour le contrôle des routes ou des points stratégiques pouvaient générer des conflits. La compétition pour l'accès aux ressources et aux marchés engendrait parfois des guerres, fragilisant certains royaumes. Ces enjeux politiques contribuaient au changement et à l'évolution des structures impériales, parfois à leur déclin lorsque les monopoles commerciaux furent remis en cause. Enfin, il est essentiel de souligner que le commerce transsaharien fut un vecteur de transformation continue, évoluant avec les fluctuations politiques, économiques et environnementales. Son importance ne se limite pas aux échanges matériels, mais s'inscrit profondément dans l'histoire et la mémoire collective des peuples concernés. Cette activité a façonné des identités, des pratiques et des institutions qui ont transcendé les simples marchandises, invitant à une compréhension globale des grands changements historiques en Afrique de l'Ouest. Ainsi, le commerce transsaharien apparaît comme une force motrice du changement dans les sociétés ouest-africaines, impactant durablement leur économie, leur politique et leur culture. La richesse produite et redistribuée par ce réseau façonna les fondations même des grands empires, tout en préparant les bases de transformation futures sous l'influence de nouveaux acteurs et dynamiques. Ce regard offre un éclairage essentiel pour comprendre comment les civilisations africaines ont su s'adapter et évoluer face à un environnement en perpétuelle mutation, avant que l'histoire ne poursuive son cours dans d'autres directions. Ce sujet ouvre naturellement à la réflexion sur les transformations ultérieures qui marquèrent la région, que nous aborderons dans la suite de ce récit. L'influence des technologies et innovations sur les empires. Les grandes civilisations de l'Afrique de l'Ouest ont bâti leur puissance en grande partie grâce aux innovations techniques qui ont facilité leur développement agricole, économique et militaire. Les empires tels que le Ghana, le Mali ou le Songhai se sont appuyés sur des avancées spécifiques qui, bien qu'en apparence modestes, sont devenus le socle de leur domination régionale. Il convient de comprendre que ces innovations ne surgissaient pas de manière isolée, mais résultaient d'un long processus d'adaptation aux conditions géographiques, climatiques et sociales. L'agriculture, en particulier, a bénéficié d'inventions qui ont permis d'augmenter la productivité et d'assurer une alimentation stable à des populations croissantes. L'utilisation d'outils adaptés à la culture céréalière a été un élément fondamental. La houe, fabriquée grâce à la maîtrise de la métallurgie du fer, a facilité le travail de la terre. Le fer, obtenu par la technique du bas-fourneau, a été exploité bien avant le développement des grandes villes, offrant aux communautés rurales un avantage significatif pour défricher les terres et repiquer les cultures. La métallurgie avait aussi des usages militaires et artisanaux, produisant des armes et des objets décoratifs qui témoignent des compétences techniques avancées présentes à cette époque. Cette maîtrise du fer n'était pas toujours uniforme.
certaines régions conservant des méthodes archaïques, ce qui influençait les capacités défensives et offensives des empires. L'organisation militaire était un autre domaine où les innovations trouvaient leur application essentielle. Les armées des empires ouest-africains, structurées de manière hiérarchique, pouvaient mobiliser de nombreux combattants équipés d'armes forgées localement. Ces forces étaient souvent composées de cavaliers et d'infanterie, la cavalerie jouant un rôle décisif dans les grandes batailles. La logistique, notamment la fourniture en armes et en vivres, nécessitait une administration rigoureuse, capable de coordonner des mouvements parfois complexes. Cette capacité à fédérer sous une seule autorité des groupes divers, alliés ou soumis, reposait sur des infrastructures sociales solides et parfois sur des innovations diplomatiques. Sur le plan technique, l'irrigation était moins développée que dans d'autres régions du monde, mais des aménagements rudimentaires favorisaient tout de même des cultures dans des zones semi-arides. Certaines villes disposaient de systèmes de collecte et de redistribution de l'eau qui contribuaient à la prospérité agricole. L'adaptation à la diversité climatique du Sahel et de la savane avait conduit à des pratiques agraires spécifiques, incluant la rotation des cultures et l'utilisation de variétés résistantes à la sécheresse. Ces innovations étaient souvent transmises par voie orale et intégrées dans les traditions locales, montrant que la technologie était indissociable des modes de vie et des croyances. Malgré ces avancées, les empires ouest-africains connurent des retards marqués dans certains secteurs techniques comparés à d'autres régions, notamment dans le domaine de la navigation maritime avancée ou de certaines technologies hydrauliques, complexes. Cela s'explique en partie par les conditions géographiques et économiques moins favorables à certains développements ainsi que par des choix culturels. Cependant, ces limitations n'affaiblirent pas leur influence dans le commerce transsaharien, où ils s'illustrèrent par la maîtrise des échanges et par l'usage efficient des routes commerciales. Les innovations technologiques étaient donc étroitement liées à la dynamique économique. L'or, le sel et d'autres marchandises précieuses circulaient grâce à un réseau bien organisé qui reposait sur des infrastructures bâties dans les villes et les centres commerciaux. Cette économie florissante permit de financer les armées, de développer l'artisanat et d'entretenir des liens diplomatiques avec des puissances extérieures. Le rôle des innovations dans les systèmes d'écriture, bien que limité par rapport à d'autres civilisations, contribua à la gestion administrative, surtout dans les centres urbains comme Tombouctou, où les échanges intellectuels avec le monde islamique renforcèrent le rayonnement culturel. L'apprentissage et la transmission des savoirs étaient essentiels pour assurer la continuité de ces innovations. Des écoles coraniques et des centres d'enseignement offraient un cadre où se développaient des connaissances en mathématiques, en astronomie et en histoire. Cette transmission contribua à la stabilité politique et sociale des empires en cultivant une élite instruite capable de gérer les affaires de l'État et d'intégrer les apports extérieurs. Ainsi, les innovations dans le domaine éducatif furent tout aussi cruciales que celles dans le domaine matériel. Il est important de souligner que ces progrès technologiques ne furent pas seulement un facteur de puissance, mais aussi une source de fragilité face à des bouleversements majeurs. Les innovations matérielles pouvaient être surpassées par des forces extérieures mieux équipées ou par des changements environnementaux qui rendaient obsolètes certaines pratiques agricoles. De plus, la dépendance à des ressources spécifiques comme le sel ou l'or pouvait devenir un enjeu stratégique et une vulnérabilité économique. Ces facteurs expliquent en partie pourquoi certains empires, malgré leur intégration dans un système commercial et militaire solide, finirent par décliner sous la pression de conflits internes et d'invasions. En conclusion, l'étude des technologies et des innovations dans les grands empires de l'Afrique de l'Ouest révèle un équilibre complexe entre adaptation locale, échanges internationaux et impératifs stratégiques. Les succès de ces empires reposaient autant sur leur capacité à intégrer et optimiser des techniques traditionnelles
que sur leur aptitude à s'inscrire dans des réseaux plus larges où circulaient les idées et les ressources. Ce panorama technique éclaire ainsi les raisons du succès initial de ces puissances, mais aussi les limites qui ont conduit à leur ébranlement progressif. Ces réflexions amènent naturellement à explorer dans le chapitre suivant les dynamiques politiques et sociales qui ont accompagné ce lent déclin. La transformation des structures politiques et sociales face au changement. Au fil des siècles, les grands empires de l'Afrique de l'Ouest ont connu des transformations profondes dans leurs structures politiques et sociales. Ces mutations étaient souvent la réponse nécessaire aux défis complexes posés tant par les dynamiques internes que par les pressions externes. La gouvernance, longtemps centralisée autour d'une autorité établie, s'est adaptée pour faire face aux changements démographiques, économiques et géopolitiques. Les premières entités politiques, comme l'Empire du Ghana, fondaient leur pouvoir sur la maîtrise de routes commerciales cruciales et sur l'organisation rigoureuse des élites locales. Toutefois, à mesure que ces routes évoluaient et que de nouvelles puissances économiques émergeaient, les modèles politiques se sont retrouvés remis en question. Il devenait impératif de réajuster les systèmes de contrôle territorial et de redistribuer les responsabilités au sein de l'administration pour maintenir la cohésion de vastes populations. Les empires du Mali et du Songhai ont illustré cette capacité à repenser leur gouvernance en intégrant des formes plus complexes d'administration. Le pouvoir s'est peu à peu délégué à des fonctionnaires spécialisés, ce qui a permis une gestion plus efficace des ressources et des territoires éloignés du centre. Cette évolution reflète un déplacement vers une gouvernance plus bureaucratique qui a permis de répondre aux exigences grandissantes de coordination pour assurer stabilité et prospérité. Parallèlement, l'organisation sociale a aussi été soumise à des mutations significatives. Les hiérarchies traditionnelles, souvent fondées sur des liens dynastiques et des rôles sociaux bien définis, ont vu apparaître de nouvelles couches intermédiaires. Ces acteurs, qu'ils soient commerçants, religieux ou militaires, ont pu influencer les décisions politiques, brouillant quelque peu la ligne entre pouvoir central et pouvoirs locaux. Cette dynamique a favorisé un équilibre plus fluide, quoique parfois instable, entre les différentes composantes sociales. L'adaptation aux défis internes ne s'est pas réalisée dans un vide. L'apparition de puissances rivales, telles que les royaumes et cités côtières, et l'intensification des contacts avec des acteurs extérieurs, y compris les marchands européens, ont aussi pesé sur les structures existantes. Ces nouveaux rapports ont forcé les empires à repenser leur stratégie de défense et à négocier leur place dans des réseaux d'échange désormais mondialisés. Il en résulta des réformes touchant non seulement le politique, mais aussi l'économie et la diplomatie. Les modifications des structures sociales étaient également visibles dans les pratiques culturelles et religieuses. De nombreux empires ont intégré, souvent de manière syncrétique, des croyances et des rites venus de l'extérieur, notamment l'islam, venu des routes du commerce transsaharien. Cette introduction a modifié les relations de pouvoir, en introduisant des autorités religieuses capables d'agir en médiateurs ou en conseillers proches des souverains, renforçant ainsi certaines légitimités politiques tout en transformant les règles sociales. L'exercice du pouvoir, autrefois concentré entre les mains d'un monarque, a vu évoluer sa nature et sa forme. L'autorité a souvent dû devenir plus contractuelle, basée sur des alliances et des engagements mutuels avec les groupes sociaux et politiques. Les obligations réciproques, qu'il s'agisse de protection militaire ou de redistribution des richesses, sont devenues au cœur de cette nouvelle façon de gouverner. Ce phénomène a contribué à la durabilité relative des empires, mais aussi à leur vulnérabilité lors des crises. Les enjeux économiques n'ont pas été étrangers à ces transformations. La maîtrise des produits précieux comme l'or et le sel, ainsi que le contrôle des flux commerciaux, exigeait une organisation fine et réactive. Les autorités impériales ont dû créer des institutions pour réglementer le commerce, percevoir des taxes et protéger les routes vitales, ce qui a impliqué une responsabilisation croissante des administrateurs locaux
et une vigilance accrue contre les contestations internes. Face aux tensions constantes entre centralisation du pouvoir et autonomie locale, les empires ont aussi développé des systèmes juridiques capables de gérer les conflits. Ces dispositifs, parfois inspirés par des traditions ancestrales, se sont enrichis sous l'influence d'idéaux religieux et normatifs nouveaux. Le rôle des juges et des conseillers est devenu essentiel pour maintenir la paix sociale et garantir la légitimité des décisions, ce qui a renforcé la complexité de la gouvernance. Malgré ces adaptations, les empires ont fini par décliner, soumis à une combinaison de facteurs externes et internes. Les invasions, les rivalités internes, la perte du contrôle des routes commerciales et les changements environnementaux ont tous eu leur part de responsabilité. Cependant, ce déclin ne doit pas masquer la richesse des évolutions institutionnelles qui témoignent d'une capacité remarquable d'innovation et de résilience face aux aléas historiques. L'étude de ces grandes transformations dans les structures politiques et sociales de l'Afrique de l'Ouest invite à reconnaître la profondeur des échanges et des expériences humaines qui ont forgé ces civilisations. Elle reflète un long processus d'adaptation et d'ajustement, où les empires ont su conjuguer tradition et nouveauté pour maintenir leur cohésion et leur influence dans un contexte en perpétuelle mutation. L'héritage de ces dynamiques continue d'éclairer la compréhension des sociétés contemporaines. Ces réflexions sur la complexité des adaptations politiques et sociales des empires ouest-africains préparent à examiner, dans la suite de notre exploration, les facteurs spécifiques ayant directement conduit à leur effondrement définitif. Nous pourrons ainsi mieux comprendre comment, malgré des efforts de transformation, certaines conditions historiques ont réduit en poussière ces grandes puissances. La disparition progressive des empires et ses conséquences. La chute progressive des grandes puissances en Afrique de l'Ouest s'est déroulée selon un enchaînement de facteurs complexes, mêlant dynamique interne et pression extérieure. Ces empires, à l'apogée de leur rayonnement, dominaient de vastes territoires. Leur déclinaison fut néanmoins inéluctable, marquée par des transitions politiques et sociales profondes qui affectèrent durablement les populations ainsi que les routes commerciales qui versaient richesse et influence à ces royaumes. L'effondrement ne s'est pas produit en un seul moment, mais s'est accumulé au fil des décennies au gré des défis rencontrés. Parmi ces difficultés figuraient des tensions internes croissantes causées par une administration devenue moins efficace, par des conflits intestins et par des rivalités entre factions rivales. Ces désordres affaiblissaient l'autorité centrale tout en facilitant l'émergence de nouveaux acteurs ambitieux, souvent issus de régions périphériques autrefois dominées. Les incursions de puissances extérieures jouèrent un rôle significatif dans la désintégration des structures impériales. La pression exercée par les marchands européens, en particulier ceux impliqués dans le commerce transsaharien et atlantique, modifia profondément les équilibres économiques locaux. L'introduction de nouvelles marchandises et valeurs bouleversa les circuits traditionnels, entraînant un réajustement des alliances politiques ainsi qu'une réorganisation des réseaux commerciaux. Cette période fut également caractérisée par la progression de mouvements religieux et culturels, certains cherchant à renforcer l'identité locale, tandis que d'autres apportaient des impulsions réformatrices. L'islam, par exemple, connut une expansion notable, accentuant le lien entre certains élites et les centres religieux, ce qui engendra tantôt des stabilités renouvelées, tantôt des conflits idéologiques. Ces évolutions durent être intégrées dans le fragile équilibre des pouvoirs régionaux déclinants. La désintégration des empires eut plusieurs conséquences immédiates sur les sociétés. La perte d'un pouvoir central fort conduisit à la multiplication de micro-régions autonomes, souvent en lutte pour le contrôle du territoire et des ressources. Ceci engendra une instabilité politique prolongée, mais permit aussi l'émergence de nouvelles formes de gouvernance, plus adaptées aux réalités locales et aux évolutions des populations. Sur le plan économique, la fragmentation des anciens empires eut un impact sur les échanges régionaux.
Alors que certaines routes traditionnelles déclinaient, d'autres voies commerciales se réorientaient vers de nouveaux centres d'intérêt. Les villes marchandes elles-mêmes durent s'adapter à ces changements, devenant tour à tour des lieux de résistance et de renouvellement économique, voire des carrefours d'échange entre différentes cultures, ainsi qu'entre peuples autochtones et étrangers. L'héritage laissé par ces grandes puissances ne se limite pas à leur disparition politique. Ces empires ont créé des réseaux culturels, religieux et linguistiques qui continuent d'influencer la région. Les traditions artisanales et artistiques, les systèmes de gouvernance et les notions de justice y trouvent encore leurs racines. Cela confère à ce passé une importance particulière, au-delà de la simple histoire, dans la constitution des identités collectives contemporaines. Par ailleurs, la documentation historique, souvent enrichie de récits oraux et d'archives manuscrites, offre une compréhension nuancée de ces événements. L'étude attentive de ces sources démontre comment la vision de la chute peut varier selon les perspectives adoptées, entre regards extérieurs et traditions locales. Cette multiplicité d'approches favorise une approche plus complète et équilibrée du phénomène. L'analyse des facteurs économiques, sociaux et religieux combinés souligne la complexité de la chute des empires ouest-africains. Elle met en lumière comment ces entités politiques, longtemps considérées comme invincibles, furent vulnérables face à des bouleversements multidimensionnels. Ces transformations sont emblématiques d'un processus historique partagé auprès de nombreuses civilisations à travers le monde. Ainsi, cette phase de transition a amorcé une réorganisation profonde des espaces et des sociétés. Elle invite à percevoir la dynamique du changement, non comme une rupture brutale, mais plutôt comme une succession d'adaptations plus ou moins conflictuelles. La mémoire historique ainsi construite ouvre des perspectives pour mieux comprendre les racines des réalités actuelles de l'Afrique de l'Ouest. Poursuivre cette réflexion conduit naturellement à explorer les formes nouvelles d'organisation sociale et politique ayant émergé après cette période, pour mieux saisir les continuités et ruptures qui façonnent le présent. Cette perspective permettra d'appréhender l'évolution des États post-impériaux, ainsi que les interactions renouvelées sur les scènes régionales et internationales. Mémoire et héritage des grandes civilisations ouest-africaines. Au fil des siècles, les vastes territoires qui composaient jadis les grands empires de l'Afrique de l'Ouest ont vu leur grandeur décliner, mais leur mémoire demeure profondément ancrée dans les traditions et les récits oraux des peuples contemporains. Ces civilisations, telles que le Ghana, le Mali et Sanghaï, bien que disparues en tant qu'entité politique, continuent d'habiter les consciences collectives, offrant un passé riche en enseignements pour comprendre la diversité culturelle et historique de la région. Leur souvenir est transmis notamment par les griots, véritables gardiens de l'histoire, dont les récits permettent de conserver une continuité entre les anciennes puissances et la société actuelle. Par ailleurs, les vestiges matériels, bien que fragiles, maintiennent la trace tangible de ces empires. Les ruines des centres administratifs, les anciennes villes fortifiées et les places de marché révèlent l'organisation sociale et économique qui prévalait autrefois. Ces objets et lieux sont devenus des symboles identitaires majeurs, visités et étudiés pour mieux saisir la complexité des structures politiques et sociales qui les animaient. Ils nous rappellent également les échanges considérables, que ce soit en or, en sel ou en esclaves, qui furent à la base de la prospérité de ces royaumes, et qui lient la région à un vaste réseau transsaharien et atlantique. La chute de ces empires est généralement liée à un enchevêtrement de facteurs internes et externes. Les conflits dynastiques et les luttes pour le pouvoir affaiblirent progressivement les structures étatiques, tandis que les invasions et pressions militaires venues d'autres royaumes ou de puissances étrangères accentuaient leur fragilité. Par exemple, la conquête marocaine de Tombouctou et Gao au XVIe siècle bouleversa profondément l'équilibre politique régional.
On observe aussi que les changements climatiques, provoquant des périodes de sécheresse, eurent un impact sur l'agriculture et les ressources indispensables à la survie des populations, exacerbant ainsi les tensions sociales. La mémoire de ces civilisations s'exprime également dans la langue et les pratiques culturelles. Parmi les peuples qui peuplent aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest, plusieurs continuent d'utiliser des langues héritées de ces temps anciens, que ce soit dans leur forme ancienne ou à travers des dérivés modernes. Les traditions orales, les chants, les danses et les rites religieux intègrent fréquemment des éléments inspirés de cette histoire partagée. Ce rapport à un passé commun contribue à forger une identité collective, permettant de dépasser la simple juxtaposition des groupes ethniques en soulignant une continuité culturelle forte qui unit les communautés au-delà des frontières politiques actuelles. Plus largement, les institutions éducatives et les recherches historiques contemporaines consacrent une part importante de leur travail à la redécouverte et à la réhabilitation de ces empires. L'étude des manuscrits anciens, notamment ceux conservés dans les bibliothèques de Tombouctou, a révélé une richesse intellectuelle souvent méconnue du grand public. Ces documents démontrent que ces civilisations avaient développé des systèmes juridiques, des discours philosophiques et des savoirs scientifiques sophistiqués. La réappropriation de cet héritage stimule aujourd'hui des mouvements de valorisation culturelle et patrimoniale, participant à la construction d'une représentation dynamique de l'histoire ouest-africaine. Les nations modernes d'Afrique de l'Ouest tendent à intégrer cet héritage dans leur politique culturelle et éducative, ainsi que dans leur identité diplomatique. Il est fréquent de voir ces références historiques mises en avant lors des commémorations officielles, dans les arts contemporains ou les productions littéraires. Ce recours au passé prestigieux sert aussi à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir un sentiment de fierté collective. En cela, la mémoire des anciens empires joue un rôle essentiel en tant que fondement symbolique qui nourrit les aspirations à un développement harmonieux et inclusif. Par ailleurs, la transmission orale reste un des moyens les plus efficaces pour préserver l'histoire de ces civilisations auprès des populations rurales ou éloignées des grands centres urbains. La parole des griots, des conteurs et des sages continue d'être une source précieuse pour comprendre les dynamiques sociales et les mentalités anciennes. Ce mode de communication assure la survie d'une histoire vivante, adaptée et renouvelée par les générations successives, qui permet de maintenir l'esprit des empires dans un contexte contemporain souvent marqué par la modernité et la globalisation. Enfin, il est important de souligner que la connaissance de ce passé ne se limite pas à l'Afrique elle-même, mais s'étend à une diaspora dispersée à travers le monde. Cette diaspora cherche fréquemment à renouer avec ses racines, à travers des recherches généalogiques, des projets culturels ou des voyages d'exploration historique. Elle contribue ainsi à diffuser la mémoire des grandes civilisations ouest-africaines au-delà des frontières actuelles, plaçant ces héritages dans un cadre mondial. Ce phénomène participe à l'enrichissement du dialogue interculturel et invite à une relecture critique des histoires mondiales où l'Afrique occupe une place centrale. La prise de conscience contemporaine de l'importance de ces empires encourage également la protection et la valorisation des sites archéologiques associés. De nombreuses organisations internationales, ainsi que les gouvernements locaux, œuvrent pour préserver ces témoins du passé. Cette démarche permet non seulement de conserver un patrimoine unique, mais aussi de stimuler le tourisme culturel, facteur de développement économique et d'échanges interculturels. La gestion patrimoniale contemporaine cherche ainsi à conjuguer respect des traditions et bénéfices du progrès, au service d'une mémoire partagée par tous. À travers ces différentes dimensions, il apparaît clairement que la chute des grandes civilisations ouest-africaines n'a pas entraîné leur disparition totale. Bien au contraire, elles continuent à influencer la culture, l'histoire et l'identité de la région. Leur mémoire est un pont entre passé et présent, un levier pour imaginer l'avenir. C'est dans cette perspective que se termine cette réflexion, ouvrant la voie
à l'exploration suivante qui mettra en lumière les dynamiques actuelles de conservation et de réinvention de ce patrimoine historique.